Quand j'étais petit, il y avait un livre dans la bibliothèque de ma chambre. Il était tellement grand qu'il ne rentrait pas avec les autres ouvrages. Du coup, je l'avais constamment devant les yeux, posé sur ma table de chevet. Il s'appelait La soupe de la pleine lune. Et il présentait sous la forme de grandes pages doubles des images montrant un manoir vu de coupe. Il y avait en tout, une dizaine de pages, toutes avec un cadrage similaire, et on suivait l'évolution de l'histoire de chaque personnage à notre guise. On pouvait ainsi suivre l'histoire du cuisinier qui goûtait une soupe maudite, devenait un loup-garou, le voir rencontrer ensuite un fantôme farceur. Et alors on pouvait décider, soit on revenait sur les pages précédentes pour voir d'où venait ce fantôme farceur, soit on continuait à suivre notre loup-garou et ainsi de suite. C'est un livre qui m'a vraiment énormément marqué. Il fourmillait de détails, de vie, et à chaque fois que je m'y plongeais, c'était toujours un émerveillement. Son format était vraiment unique, loufoque et vraiment, vraiment extrêmement ludique. Enfin bref, quand j'ai commencé à réfléchir au projet de l'immeuble, je venais de conclure la première partie, la première saison de La Pêche et la Mangue, qui était une série entièrement en turbomédia. Et je commençais à me sentir un peu à l'étroit dans ce format. Certes, il y avait un potentiel intéressant, mais j'avais la sensation que inventer la bande dessinée numérique pour s'arrêter au turbomédia, c'était un peu comme découvrir les Amériques, construire New York et y rester toute sa vie. En fait, laisse-moi t'expliquer. Le Turbo Media, c'est un format inventé en 2019 par Balak sur le forum Katsuka, qui est un forum d'animation. Et c'était en opposition au format des motion comics, qui se voulait être l'évolution naturelle de la BD native sur ordinateur. Il s'agit d'un format hybride entre cinéma, bande dessinée, où le lecteur, face à une liseuse numérique, peut cliquer sur la droite de l'écran pour passer à l'écran suivant, ou cliquer sur la gauche pour passer à l'écran précédent. Ce clic, c'est la chose essentielle, et ça peut amener un changement de case, ça peut amener une animation, l'apparition d'un texte, d'une bulle, le lancement d'un son, d'une musique, etc. À l'époque où le turbomédia a été inventé, l'outil dominant pour le réaliser c'était Flash, Adobe Flash. Et il posait tout un tas de problèmes quant à son intégration sur le web, l'incapacité de la plupart des smartphones de le lire, les problèmes de sécurité, de mise à jour et ainsi de suite. Cependant, à l'époque où moi j'écris l'immeuble, le HTML5 vient de débarquer et tout ou presque est possible. On peut y mettre de la musique, on peut y mettre de la profondeur, des choix multiples, de la 3D, on peut faire dépasser l'image du cadre. Et à ce moment-là, quand je vois ces possibilités, mon cerveau fourmille d'idées. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si quand on passe la souris sur une bulle, le contenu de la bulle change? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui se passe si quand on retourne en arrière dans l'histoire, les images qu'on a lues ne sont plus les mêmes? Qu'est-ce que ça raconte? Et en gros, la question qui a amené l'immeuble faisait partie de cette liste-là. La question, c'était la suivante. Comment je fais pour que chaque lecteur ait une expérience de lecture totalement unique? Ma première idée, c'était d'imaginer une façon de générer aléatoirement des cases de bande dessinée qui viendraient se modifier et s'agencer à chaque lecture, de sorte à recréer comme ça un récit totalement nouveau à chaque fois. J'ai malgré tout assez vite abandonné cette idée devant l'ampleur du challenge technique et artistique qu'elle représentait. Cependant, je pouvais proposer autre chose. Je pouvais réaliser quelque chose à la manière de la soupe de la pleine lune, une œuvre où le lecteur ou la lectrice pourra attaquer par l'endroit de son choix, et ensuite découvrira tout le reste en suivant son propre chemin. Je voulais que l'immeuble soit un genre de labyrinthe dans lequel on ait plaisir à se perdre. Je voulais que ce soit une création qu'on prendrait du plaisir à relire et à redécouvrir. En gros, l'idée de l'immeuble est très vite arrivée parce que l'immeuble en tant que lieu, parce que c'est une astuce qui permet d'accompagner l'idée générale du projet, c'est-à-dire un appartement est égal une case de BD. Quand on change d'appartement, on change d'histoire. Et quand une action vient déborder de l'appartement, et donc de la case, alors elle impacte directement l'appartement d'à côté, et amène à vouloir découvrir l'histoire qu'il s'y passe. Une fois le lieu choisi, donc l'immeuble, et les différentes configurations établies, combien je mets d'appartements, combien je mets d'étages, comment est-ce que je les agence, etc., quels sont les liens entre les différents endroits, il s'agit de remplir ces appartements avec des histoires qui allaient interagir entre elles, afin d'inviter le lecteur ou la lectrice à ne pas simplement enchaîner chaque appartement les uns à la suite des autres, mais juste à les lire de manière dynamique. Il fallait que lorsqu'on commence dans un lieu, il nous amène à un second lieu, qui nous pousse à revenir en arrière dans l'histoire, puis aller voir un troisième lieu, etc. Ce qui était également primordial dans mon esprit, c'était de créer ce qu'on appelle une boucle de gameplay, afin de chapitrer l'expérience. L'immeuble, c'est un labyrinthe.
Donc c'est quelque chose où on se perd, c'est quelque chose qui peut impressionner. Et pour capter l'attention du lecteur, et pas qu'il se noie devant la quantité de possibilités sous ses yeux, il fallait mettre en place une mécanique qui vienne marquer la progression du lecteur dans l'œuvre. C'est ainsi que j'ai pensé au système d'histoires clés. Je vais t'expliquer. L'immeuble comprend 15 histoires clés. 15 histoires qui agissent comme autant de chapitres dans notre découverte du récit. Dès qu'on a eu l'ensemble des vignettes correspondant à une de ces histoires clés, un bouton conclusion apparaît. Si on clique dessus, alors on est emporté à une vignette de conclusion de l'histoire en question, puis à un panneau avec un ensemble de silhouettes. La silhouette des personnages dont on a exploré toute l'histoire sont visibles, et les autres ne sont que des ombres. Un bouton nous propose alors de revenir en arrière et de continuer à explorer les histoires. Ainsi, là où on a commencé l'exploration de manière aléatoire, on a maintenant un but. Il faut retrouver ces 15 histoires et recoller les morceaux de cette espèce de puzzle loufoque. Plus on va trouver d'histoires, plus on va venir garnir le tableau final de conclusion. Et plus on va avoir envie de le compléter et de venir explorer le reste des histoires. L'autre mécanique importante de ce récit, c'est la notion de voyage dans le temps. En effet, à tout moment durant le récit, quelle que soit notre position dans l'espace, on peut, grâce aux 10 boutons présents en haut de l'écran, faire avancer ou reculer l'histoire. En somme, c'est comme si chaque appartement était un turbomédia dans lequel on pouvait naviguer, choisir de passer d'une image à une autre en créant notre propre chronologie. C'était un point vraiment extrêmement délicat à mettre en scène, parce que c'est un concept vraiment unique, et on avait peur qu'il soit mal compris ou mal maîtrisé par les lecteurs et les lectrices. Au cours de la création de l'immeuble, on a dû répondre à beaucoup de questions à ce sujet, par exemple. Est-ce que lorsqu'on passe d'une case à l'autre, le temps revient à 10h10 ou est-ce qu'on reste à l'heure où il était au moment de changer d'appartement? Est-ce qu'on affiche toutes les heures ou est-ce qu'on peut juste passer à 1 minute d'avant et 1 minute d'après? Est-ce que le joueur gère les heures ou est-ce que c'est le mouvement dans l'espace qui est égal à 1 minute qui se passe? Par exemple, si je suis dans l'appartement 1, c'est en passant à l'appartement 2, je vais passer à la minute d'après. Est-ce que le temps de la narration de l'immeuble est lié au temps dans la vraie vie? Donc par exemple, est-ce que, imaginons on commence à lire à 10h10, on commence à lire et puis en fait, quand les cases ne passent à la suite que quand l'horloge dans la vraie vie passe à 10h11? Est-ce qu'on met en place un tutoriel ou est-ce qu'on laisse les lecteurs et les lectrices expérimenter librement? D'un côté, le tutoriel pourrait nous permettre de sortir pourrait nous sortir de la narration, donc ce serait un truc assez... ça desservirait le récit. Mais de l'autre côté, laisser trop de liberté pourrait perdre les personnes, donc de pas mettre de tutoriel, pourrait perdre les personnes qui sont un peu moins motivées à aller chercher ce genre d'indices et d'histoires. Mais voilà, donc comme vous voyez, la création d'un récit comme ça, c'est avant tout se poser plein de questions. Et c'est l'ensemble de ces choix narratifs et formels qui façonnent le sel de la création d'une expérience comme l'immeuble. Et qui font que chaque projet est un challenge vraiment passionnant et stimulant, et qui nous pousse à continuer d'essayer de chercher comme ça des nouveaux modes de narration et d'écriture.